Abrégé de l'histoire de Port-Royal. De Jean Racine. Partie 1, suite 12. Qui n'eût cru qu'une compagnie qui fait un vœu particulier d'obéissance et de soumission aveugle au Saint-Siège, garde droit du moins le silence sur une doctrine si solennellement condamnée, et fera désormais enseigner dans ses écoles une morale plus conforme à l'Évangile et aux décisions des papes? Mais le faux honneur de la société l'a emporté encore en cette occasion sur toutes les raisons de religion et de politique, et même sur les constitutions fondamentales de la société. Il ne s'est presque point passé d'années depuis ce temps-là que les jésuites, soit par de nouveaux livres, soit par des thèses publiques, n'aient soutenu les mêmes méchantes maximes. On sait avec combien d'évêques ils se brouillent encore tous les jours sur ce sujet. Peu s'en est fallu enfin qu'ils n'aient déposé leur propre général, pour avoir fait imprimer, avec l'approbation du pape, un livre contre la probabilité, laquelle est regardée à bon droit comme la source de toute cette horrible morale. Mais pendant que les jésuites soutenoient avec cette opiniâtreté les erreurs de leurs casuistes, et ne se rendoient, ni sur le fait, ni sur le droit, aux censures des papes et des évêques, ils n'en poursuivoient pas avec moins d'audace la condamnation de leurs adversaires. Ce ne fut pas assez pour le père Anna d'avoir fait juger dans l'assemblée du Louvre que les propositions étoient dans Jansénius, et d'avoir ensuite fait ordonner, dans l'assemblée des 15 évêques, que la Constitution et le bref seraient signés par tout le royaume. Il entreprit encore d'établir un formulaire ou profession de foi, qui comprit également la créance du fait et du droit, et d'en faire ordonner la souscription sous les peines portées contre les hérétiques. C'est ce fameux formulaire qui a tant causé de troubles dans l'Église, et dont les jésuites ont tiré un si grand usage pour se venger de toutes les personnes qu'ils haïssoient. Tout le monde convient que ce fut M. de Marca qui dressa ce formulaire avec le père Anna, et qui le fit recevoir dans l'Assemblée générale de 1655. Ce prélat était un homme de beaucoup d'esprit, très habile dans le droit canon, et dans tout ce qui s'appelle la police extérieure de l'Église, sur laquelle il avait même fait des livres très savants et fort opposés aux prétentions de la cour de Rome. Mais il savait fort peu de théologie, ne s'étant destiné que fort tard à l'état ecclésiastique, et ayant passé plus de la moitié de sa vie dans des emplois séculiers. D'abord président au Parlement de Pau, puis intendant en Catalogne, d'où il avait été élevé à l'évêché de Couserans, et ensuite à l'archevêché de Toulouse. Sa grande habileté, jointe à l'extrême passion qu'il témoigna contre les jansénistes, lui donna un grand crédit dans les assemblées du clergé. Il en dressa tous les actes, et en forma, pour ainsi dire, toutes les décisions. Lui et le père Anna convenoient dans le dessein de faire déclarer hérétiques les défenseurs de Jansénius, mais ils ne convenoient pas dans la manière de tourner la chose. Le père Anna prétendoit que les papes étant infaillibles aussi bien sur le fait que sur le droit, on ne pouvait nier sans hérésie un fait que le pape avait décidé. Mais cela n'accommodoit pas M. de Toulouse, qui avait soutenu très fortement l'opinion contraire dans ses livres, et cela, fondé sur l'autorité de tout ce qu'il y a de plus habiles écrivains, de ceux mêmes qui sont le plus attachés à la cour de Rome, tels que les cardinaux Baronius, Bellarmin, Palavicin, le père Petot et plusieurs autres savants jésuites, qui tous ont enseigné que l'Église n'exige point la créance des faits non révélés, et qui n'ont point fait difficulté de contester des faits très importants, décidés dans des conciles généraux. Les censeurs même de la seconde lettre de M. Arnaud, quelque animés qu'ils fussent contre sa personne, n'avaient qualifié que de téméraire la proposition de ce docteur, où il disait qu'il n'avait point trouvé dans Jansénius les propositions condamnées. Les jansénistes donc ne pouvaient, même selon leurs ennemis, être traités tout au plus que de téméraires, et le père Anna vouloit qu'ils fussent déclarés hérétiques. Dans cet embarras, M. de Marca s'avisa d'un expédient dont il s'applaudit fort. Il prétendit que le fait de Jansénius était un fait certain, d'une nature particulière, et qui était tellement lié avec le droit, qu'il ne pouvait être séparé. Le pape, disait ce prélat, déclare qu'il a condamné comme hérétique la doctrine de Jansénius, or les jansénistes soutiennent la doctrine de Jansénius,
donc les jansénistes soutiennent une doctrine hérétique. C'est toi un des plus ridicules sophismes qui se put faire, puisque le pape n'explique en point ce qu'il entendoit par la doctrine de Jansénius, la même question de fait subsistoit toujours entre ses adversaires et ses défenseurs, dont les uns croyaient avoir dans cette doctrine tout le venin des 5 propositions, et les autres n'y croyaient avoir que la doctrine de saint Augustin. Il n'est pas croyable néanmoins combien de gens se laissèrent éblouir à ce faux argument. Le père Anna le répétoit à chaque bout de champ dans ses livres, et ce ne fut qu'après un nombre infini de réfutations qu'il fut obligé de l'abandonner. Cependant lui et Monsieur de Toulouse ayant préparé tous les matériaux pour faire accepter leur formulaire dans l'Assemblée générale, 2 prélats, envoyés par le roi, y vinrent exhorter les évêques, de la part de Sa Majesté, à chercher les moyens d'extirper l'hérésie du jansénisme. En même temps tous les prélats qui se trouvaient alors à Paris, en 1656, eurent aussi ordre de se rendre dans la grande salle des Augustins. Alors Monsieur de Toulouse présenta à l'Assemblée une ample relation, qu'il avoit composée à sa mode, de toute l'affaire de Jansénius. Cette relation étant lue, on fit aussi lecture de la Constitution et du bref, des déclarations du roi, et de toutes les lettres des assemblées précédentes. Monsieur de Marca fit un grand discours sur l'autorité de la présente assemblée, qu'il égaloit à un concile national. Tout cela, comme on peut penser, fut fort long, et occupa presque toutes les 2 séances dans lesquelles cette grande affaire fut terminée, en telle sorte que ceux qui y étaient présents n'eurent autre chose à faire qu'à écouter et signer. Il n'y eut, pour ainsi dire, ni examen ni délibération. Ceux qui n'étaient pas de l'avis du formulaire furent entraînés par le grand nombre. On confirma les délibérations des assemblées précédentes, le formulaire fut approuvé, et on résolut qu'il sera envoyé à tous les évêques absents, avec ordre à eux d'exécuter les résolutions de l'assemblée, sous peine d'être exclus de toute assemblée du clergé, soit générale, soit particulière, et même des assemblées provinciales. Tout cela se fit le 1er et le 2e jour de septembre 1656. En même temps l'Assemblée écrivit au nouveau pape, pour lui rendre compte de tout ce qu'elle avait fait contre les jansénistes. Ce pape, qui s'appelait auparavant Fabio Chigi, avait pris le nom d'Alexandre VII. Je ne puis m'empêcher de rapporter à son sujet une chose assez particulière, que le cardinal de Retz raconte dans l'histoire qu'il a composée du conclave où ce même pape fut élu. Il dit que le cardinal François Barberin, dont le parti était fort puissant dans le conclave, fut longtemps sans se pouvoir résoudre de donner sa voix à Chigi, craignant que son étroite liaison avec les jésuites ne l'engageât, quand il sera pape, à donner quelque atteinte à la doctrine de saint Augustin, pour laquelle Barberin avait toujours eu un fort grand respect. Chigi, ajoute le cardinal de Retz, n'ignora pas ce scrupule, et quelques jours après, s'étant trouvé à une conversation où le cardinal Albizzi, passionné partisan des jésuites, parla de saint Augustin avec beaucoup de mépris, il prit avec beaucoup de chaleur la défense de ce saint docteur. Et parla de telle sorte, que non seulement le cardinal Barberin fut entièrement rassuré, mais qu'on se flatta même que Chigi sera homme à donner la paix à l'Église. Il est constant que jamais les jésuites ne furent plus puissants à Rome que sous son pontificat. Il ne tarda guère à publier une constitution, où, non content de confirmer la bulle d'Innocent X contre les 5 propositions, il traitoit d'enfants d'iniquité tous ceux qui osaient dire que ces propositions n'avaient point été extraites de Jansénius, ni condamnées au sens de cet évêque. Assurant qu'il avait assisté lui-même au jugement de toute cette affaire, et que l'intention de son prédécesseur avait été de condamner la doctrine de Jansénius. Il y a de l'apparence qu'il disait vrai. Cependant l'Assemblée du clergé rapporte dans son procès-verbal une chose assez surprenante, c'est que monsieur l'évêque de Lodève, dans le compte qu'il rendit à Messeigneurs d'un entretien qu'il avait eu avec Innocent X, leur dit que ce pape l'avait assuré de sa propre bouche que son intention n'avait point été de toucher ni à la personne, ni à la mémoire de Jansénius, ni même précisément à la question de fait.
Mais l'Assemblée ne se mit pas fort en peine d'accorder ces contrariétés. Elle ne se plaignit pas même de certains termes de la nouvelle bulle qui étaient très injurieux à l'épiscopat, et se contenta de les adoucir le mieux qu'elle put dans la version française qu'elle en fit faire. Du reste, elle reçut avec de grands témoignages de respect la Constitution, en fit faire mention dans le formulaire, où il ne fut plus parlé du bref d'Innocent X, et résolut de supplier le roi de la faire enregistrer dans son Parlement. On appréhenda que le Parlement ne rejetât cette bulle pour plusieurs raisons, et entre autres, pour les mêmes causes qui avaient empêché qu'on y présentât la bulle d'Innocent X, je veux dire parce qu'elle était faite par le pape seul, sans aucun concile, sans avoir pris même l'avis des cardinaux, et, comme on dit, motu proprio. Ce qu'on ne reconnaît point en France. Mais le roi l'ayant lui-même porté au Parlement, sa présence empêcha toutes les oppositions qu'on aurait pu faire. Tous les évêques la firent publier dans leur diocèse. Mais pour le formulaire, ils en firent eux-mêmes si peu de cas, qu'il ne paroît point qu'aucun d'eux en ait exigé la souscription, non pas même l'archevêque de Toulouse, qu'on en regardoit comme l'inventeur. Ainsi les choses demeurèrent au même état où elles se trouvaient avant l'Assemblée, tout le monde étant d'accord sur le dogme, et ceux qui doutoient du fait ne se croyant pas obligés de reconnaître plus d'infaillibilité sur ce fait dans Alexandre VII que dans son prédécesseur. Le cardinal Mazarin lui-même, soit que les grandes affaires de l'État l'occupassent alors tout entier, soit qu'il ne fût pas toujours d'humeur à accorder aux jésuites tout ce qu'ils lui demandoient, ne donna aucun ordre pour faire exécuter les décisions de l'Assemblée, et parut être retombé pour cette querelle dans la même indifférence où il avait été dans les commencements. Les choses demeurèrent en cet état jusque vers la fin de décembre de l'année 1660, auquel temps l'Assemblée générale, dont l'ouverture s'était faite au commencement de cette même année, eut ordre de remettre sur le tapis l'affaire du jansénisme. Aussitôt tous les prélats de dehors furent mandés pour y travailler, et entre autres l'archevêque de Toulouse, qui n'était point de cette assemblée, mais qui y vint plaider avec beaucoup de chaleur la cause de son formulaire. Il fit surtout de grandes plaintes d'un écrit qu'on avait fait contre ce formulaire, dont on avait renversé tous les principes par les propres principes que M. de Toulouse avait autrefois enseignés dans ses livres. Cet écrit était du même M. de Launois dont nous avons déjà parlé, qui ne prenait, comme j'ai dit, aucun intérêt à la doctrine de saint Augustin, mais qui, par la même raison qu'il n'avait pu souffrir de voir renverser par la censure de Sorbonne tous les privilèges de la faculté, n'avait pu digérer aussi de voir toutes les libertés de l'Église gallicane et toute l'ancienne doctrine de la France renversée par le formulaire du clergé. Celui qui présidoit à l'Assemblée de 1660 était M. de Harlay, archevêque de Rouen. On peut juger qu'il ne négligea pas cette grande occasion de se signaler. Il eut plusieurs prises avec les plus illustres députés du premier et du second ordre, qui lui sembloient trop favorables aux jansénistes, fit sonner haut dans tous ses avis la volonté du roi et les intentions de M. le cardinal Mazarin. Tout cela n'empêcha pas M. l'évêque de Laon, depuis cardinal d'Estrée, M. de Bassompierre, évêque de Saintes, et d'autres évêques des plus considérables, de s'élever avec beaucoup de fermeté contre le nouveau joug qu'on vouloit imposer aux fidèles, en leur prescrivant la même créance pour les faits non révélés que pour les dogmes. La brigue contraire l'emporta néanmoins sur toutes leurs raisons, et le plus grand nombre fut, à l'ordinaire, de l'avis du président, c'est-à-dire de l'avis de la cour. On enchérit encore sur les résolutions des dernières assemblées, on ordonna de nouvelles peines contre ceux qui refuseront de se soumettre. On comprit dans le nombre de ceux qui seront obligés de signer le formulaire, non seulement les religieux, mais même les régents et les maîtres d'école, chose jusqu'alors inouïe dans l'Église catholique, et qui n'avait été pratiquée que par les protestants d'Allemagne. Le cardinal Mazarin mourut 15 jours après ces délibérations. Les défenseurs de Jansénus s'étaient d'abord flattés que cette mort apporterait quelques changements favorables à leurs affaires, mais lorsqu'ils virent de quelle personne le roi avait composé son conseil de conscience et que c'était M. de Marca et le père Anna qui y avaient la principale autorité, ils jugèrent bien qu'ils ne devaient plus mettre leur confiance qu'en Dieu seul,
et que toutes les autres voient pour faire connaître leur innocence leur est toi fermé. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.